Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 18 de SI. Ce soir avec moi toujours mon équipe de choc avec Alex Bonjour à tous. et Charles. Salut, salut. Alors épisode 18, on approche de la fin de la saison 2 et ce soir on va vous faire encore un sujet lié à l'espace puisqu'on va vous parler on va prendre 4 grands chantiers spatiaux, 4 grands projets spatiaux qui sont en cours et on va s'intéresser à ceux-ci et puis qui sont en cours, enfin qui sont soit en cours, soit à peine commencés et qui nous amènent Prévu, dans un en tout futur cas. lointain. Voilà, ils sont prévus, c'est exactement ça. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes actuellement tout de suite maintenant en live sur badgeek.fr/live, donc bonjour à ceux qui nous écoutent en live, vous pouvez réagir directement sur le petit chat IRC qui est en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et à vos remarques. Vous pouvez ensuite nous retrouver sur notre site, notre Tumblr est-si-anticipation.tumblr.com. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook SI Anticipation, sur le Twitter __si et sur YouTube SI Anticipation. Voilà, ça fait déjà pas mal, je pense, pour vous tenir informé de qu'est-ce qui se passe et réécouter tous les épisodes et ou voir les vidéos. Oui. Ensuite, je vous rappelle qu'on a nos partenaires, donc Bad Geek, qui nous continuent de nous diffuser et de supporter notre live. Et puis bien sûr, nos amis de chez Xleak, la web TV qui est en cours de lancement, qui nous a fait tous les visuels, notamment de la vidéo que vous êtes en train de regarder, tout simplement. Sur ce, je ne m'appesantis pas plus sur tout ça, et on commence tout de suite avec donc toi, Alex, qui va nous parler des colonies sur Mars. Oui, principalement il y a une actualité beaucoup dont on a déjà parlé. Dans un premier temps, c'est y aller sur Mars. Donc là, on va s'intéresser, comme tu as dit, aux projets en cours, c'est-à-dire des choses réelles qui sont soit dans l'idée, soit qui ont déjà, comme Mars One, dont je vais parler pas mal, et en cours. Alors, si vous n'avez pas écouté l'épisode où on parlait de Mars One, en fait, c'est tout simplement un projet qui vise à envoyer des candidats à l'espace en 2025. Alors, l'idée en gros, c'est que c'est assez drôle, mais il y a des candidats qui sont sélectionnés. Il y en avait plus de 200 000 lors du premier round. La deuxième, il n'y en a plus que 1000. Et la ronde 3 va bientôt être annoncée. Ça sera sur une espèce de forme de télé-réalité. Bon, ça, c'est le côté un peu rigolo, on va dire. Ouais. Pour aller tout simplement vivre sur Mars et surtout faire un voyage. Alors Mars One, un des gros trucs à prendre en compte, c'est que il considère qu'il n'y aura pas d'évolution technique, pas d'évolution de technique de déplacement avant 2025. Ce qui fait qu'en fait, ça va mettre 3 plombes, hein. Faut le dire vraiment. C'est quoi, Euh, un an de voyage, un truc comme ça, non? Avec les ouais, c'est technologies qu'on ça. connaît. Hein. Hmm. C'est ça, avec, Oui. avec beaucoup d'attentes, principalement sur un petit saut sur la Lune, pour raccourcir techniquement un peu le chemin, faire un saut quand elle est bien dans l'axe, voilà, tout simplement. Oui, parce que on le rappelle, on l'avait dit dans un épisode, mais la planète Mars, si je me rappelle les chiffres, au plus proche, ça doit être 45 millions de kilomètres, un truc comme ça, et au plus loin, ça doit être 250 millions de kilomètres par rapport à la Terre, suivant comment sont orientées les planètes, enfin comment sont les planètes sur leur orbite, quoi. Donc c'est sûr que si tu pars au plus loin, t'es pas arrivé, quoi. Ouais. Alors il y a des dates qui ont pas mal changé parce que le calendrier provisionnel du projet disait que dès 2013 on devait avoir les 4 premiers astronautes sélectionnés, mais c'est pas encore le cas. Voilà, ça a été établi en 2012, il y a beaucoup de retard. Mais en tout cas, cette année ils sont censés lancer le premier satellite de communication. En 2016, ils sont censés balancer 2,5 tonnes de nourriture sur Mars. Voilà, Hein? donc Ils les jettent de la envoyer nourriture. non, ils vont stocker en prévision de la nourriture.
Ah d'accord. Ok. Et en 2018, ils vont balancer des rovers. En fait, c'est les petits robots avec des roues qui sont vachement bien. C'est ceux qui ont les roues qui peuvent pas casser, en fait. Si vous aimez bien, il y a chez Lego, il y a Mission to Mars qui explique tout ça vachement bien. C'est un vieux logiciel il y a au moins 10 ans, mais c'était super bien expliqué. Donc en 2018, tout ça pour trouver le meilleur endroit pour le campement pour que quand ils vont les envoyer, les vrais gens, tout soit prêt. Voilà. On enchaîne avec 2021, que les unités d'hébergement, unités de soutien de vie et de fourniture sont déjà sur place, c'est-à-dire sans les humains pour le moment. On fait qu'envoyer des trucs en amont, et dès qu'on est sûr que c'est tout prêt, on envoie les gens. Et on envoie prévisionnellement 2022, le premier envoi avec un SpaceX Falcon 9 Heavy. Voilà, l'atterrissage en 2023, donc tout simplement un an plus tard, c'est avec variation de mois si besoin, dans une capsule nommée Dragon. Voilà. Donc D'accord. on s'annonce, ça s'annonce bien. Voilà. Bon, c'est juste la partie télé-réalité qui est un peu bizarre, mais au moins c'est clair. Par contre, là, il y a vraiment une notion uniquement, c'est des personnes dans des. Il y a pas c'est pas de l'habitation, c'est un peu, ils vont en colonie sur Mars, quoi. Plus qu'ils vont essayer de créer une zone vivable totalement. Voilà. Ils ont une mission ou pas une fois sur Ah, place? Ils auraient forcément, une ça, mission? voilà, forcément, il y a des personnes qui ne sont pas du commun des mortels, on va dire. Il y a des scientifiques qui sont là pour faire des expériences et surtout récupérer directement sur place des informations, parce que ramener des bouts de Mars, c'est long, donc autant Bien le sûr. faire là-bas, sachant que la technique marche très bien d'envoyer en avance. Donc autant envoyer en avance déjà tous les équipements qui permettront de tout bien faire. Hmm. Bien sûr. Donc Bien sûr. c'est ça pour Mars One. Alors les autres projets qu'on a en cours, c'est la mise en place d'une navette pour des échanges totalement. C'est qu'en gros, ça a été lancé, c'est des idées de la NASA principalement, de faire des navettes qui puissent faire l'aller-retour toujours Mars, donc c'est la Terre, la Lune, Mars, en un an avec le plus de place possible et surtout à un coût extrêmement faible. Une sorte de Donc lavette low en fait, cost, quoi. ouais, des avec l'autre cause parce en trouvant la meilleure façon, avec des calculs pour faire le moins de distance possible en fait techniquement alimenté par des moteurs donc et jouer de tout ce qui est attraction gravitationnelle pour essayer de prendre de l'élan enfin c'est que des calculs théoriques pour le moment. Je pense que même si ils le font très bien il y a vraiment une notion de low cost, hein, ce qui est assez drôle de faire quelque chose qui puisse, vu qu'on va beaucoup augmenter les allers-retours, autant que ça coûte pas trois bras à chaque fois. C'est sûr. Ouais, c'est Parce que sûr. ça risque de le faire actuellement. Voilà. Après, dans les autres grands chantiers, c'est celui que j'ai expliqué, qui est pas Mars One, mais qui serait le Mars Habitation. Voilà. De rendre habitable. Donc ça fonctionne comme Mars One. Encore une fois, c'est des projets qui sont dans les cartons de la NASA, mais qui sont uniquement des projets, c'est-à-dire ils n'ont pas de nom, pas de code, pas de budget, rien. Mhm. Euh, c'est pour ça que finalement on trouve pas grand-chose. Vous avez aussi l'agence européenne qui travaille là-dessus, qui a développé des équipes, c'est-à-dire il y a des chercheurs, des petites équipes qui sont pas payés que pour ça, hein, ils ont un vrai boulot à côté, on va dire, pour réfléchir à comment mettre en place le plus vite possible ça, aux alentours de 2030-2035. Voilà, avoir au moins une station un peu comme l'ISS, mais sur Mars. Voilà, D'accord. principalement. Ok. Donc on est loin de la colonie, mais on s'y approche beaucoup, beaucoup. Et je pense que dès que ça se sera en place, la colonie, ce sera juste un pas après, quoi. Parce que déjà, on voit actuellement avec l'ISS le nombre d'avancées qu'elle a mis en place. Donc avoir une base sur Mars,
Enfin, c'est un petit pas, mais c'est juste un petit pas énorme. Voilà, qui Oui, va oui, amener oui. beaucoup de choses. Ça va apporter aussi beaucoup à la science, à la compréhension un peu de l'univers, à mon avis, en règle Mhm. générale. Ouais. Tout ce qu'on fait aujourd'hui avec des robots qui prend excessivement de temps et qui en ratent 99%, bah on le fera avec des humains, ça sera Ouais, beaucoup encore plus les robots, efficace. il y a vraiment beaucoup de réussite hein, sur les robots. Enfin, sur Euh, Mars, oui, mais euh, disons qu'un robot, quand il va passer devant un truc, il va pas forcément le voir, tu vois. Enfin, disons que tu vas le voir à la caméra, mais c'est déjà trop tard, quoi. C'est ce que je veux dire. ouais. Alors que si c'est un humain, il Oui, peut ça, réagir tout de suite, au niveau du potentiellement. pilotage. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis honnêtement, pour une fois que la télé-réalité sert à quelque chose, ça fait plaisir, quoi. Ouais, alors après, si ça tourne en mode Loft sur Mars, Love Ah non, Story, non, non, là, il n'y aura pas ça... de piscine. Je pense pas trop, non. Ça serait une sélection assez rigoureuse quand même. Oui, j'ai l'impression, ouais, j'espère, ouais. Ça pourrait être triste sinon. Oui. Ouais. Bah, c'en est tout pour les projets. Donc là, on voit beaucoup à long terme une fois qu'on aura cette fameuse base sur Mars. Et qui dit base sur Mars dit on est plus proche d'autres choses et ainsi de suite. Et on pourra faire des rebonds de planète en planète. Ok. Eh ben moi, je vais vous parler des exoplanètes parce que c'est l'un des plus grands projets à venir dans le domaine scientifique. Je vais vous parler de plein de petits projets qui se sont réalisés, qui vont se réaliser. Et je vais commencer tout de suite par le VLT, à savoir le Very Large Telescope. Donc, il s'agit d'un télescope de type terrestre, donc qui est sur la Terre, Au vu du nom, il a l'air qui a très grand. été... Oui, en fait, bon, on va faire l'historique. Il a été initié. En fait, c'est quatre grands télescopes qui se sont regroupés et grâce à la superposition de l'image des quatre grands télescopes, on a une image quatre fois plus fine et c'est juste énorme, quoi. Euh, Là, il s'agit voilà, les quatre télescopes ont été créés en 2001. Donc, je parle un peu du passé pour revenir vers l'avenir plus tard. Mhm. Et c'est le plus grand télescope à l'heure actuelle sur enfin, le plus grand miroir si on additionne les quatre à l'heure actuelle sur la Terre, qui va en tout cas de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. À savoir que c'est grâce à ce télescope-là qu'en 2002, on a prouvé l'existence d'un trou noir au centre de la Voie lactée. Voilà. Ah, sympa. Du coup, j'en reparlerai peut-être si ça vous intéresse. Mais il faut savoir que dans toutes les galaxies, au centre de chaque galaxie, il y a un trou noir. Du coup, nous, on l'a su d'abord en voyant les autres des galaxies, Mhm. en les cherchant, et on savait pas si c'était une exception ou si nous également, quoi. Si tout le monde. Ouais. Et du coup, vu que bah, nous, on se place nous-mêmes dans la galaxie de la Voie lactée, on a beaucoup de mal à voir le centre. Pourquoi? Parce que ben, vu que ça a une forme de disque ou d'ellipse, une galaxie, ben, quand on est au bord, et ben, on voit plein d'étoiles avant de voir le centre de la galaxie. Oui, c'est ça, oui. Ce qui est paradoxal, quoi. On a plus de facilité à voir une autre galaxie finalement que la nôtre. C'est plus compliqué. Mhm. Du coup, ben, il y a un espèce de brouillard, etc. Et ben, grâce à ce télescope, il y a des techniques très modernes où on va voir dans l'infrarouge et l'ultraviolet. Et ben, on a réussi à avoir un trou noir. Et en plus, le trou noir, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est encore plus dur à voir que les autres astres parce que ça n'émet pas de lumière. On peut le Oui, voir que parce que ça déplace de la lumière Ouais, ça l'absorbe. c'est ça. et, C'est et surtout ça déplace des autres Astre. astres Tu, à côté. tu le vois pas directement en fait. Tu vois On peut par jamais voir. l'influence qu'il a autour. C'est ça. Donc voilà pour le Very Large Telescope, qui est une initiative européenne et qui a été implantée pour la petite histoire au Chili. Parce que il faut savoir qu'au Chili, il y a une chaîne de montagnes très connue hein, qui permet et qui est juste à côté d'un désert. Et les deux mis ensemble font que c'est les conditions idéales sur la Terre. C'est le seul endroit où on peut pas vraiment avoir de nuages en fait, si vous voulez, et où Mhm. l'atmosphère est le plus est presque pure.
D'accord. donc où il y a le moins de déflexion par rapport à l'atmosphère terrestre. Maintenant, on va parler de Kepler. Kepler, c'est un télescope spatial, je vais essayer d'aller un peu plus vite, qui a été lancé en 2009. Le but étant directement de détecter des exoplanètes, donc en plein dans mon cœur de sujet. Euh, et en fait, pour ça, l'idée, c'est de surveiller 145 000 étoiles en permanence. Pourquoi? Parce qu'il y a une technique qui consiste à voir quand une planète passe devant une étoile. Donc, quand l'étoile faiblit légèrement d'intensité, on sait qu'il y a une exoplanète proche de cette étoile. D'accord. Donc voilà, ça c'était le but de Kepler, et ça nous a prouvé qu'il y avait des exoplanètes, qu'elles existaient, etc., et qu'on pourrait essayer de les étudier plus en profondeur. Et ça, c'est un peu l'avenir. Et l'avenir, ça va être dans un avenir proche, en 2017, ça va être TESS et Kéops. Ce sont deux satellites qui vont être lancés, donc des télescopes spatials. TESS aura euh, la mission c'est un peu un Kepler, mais en beaucoup plus spécialisé, et beaucoup plus fin, et il permettra de voir des exoplanètes très petites, enfin assez petites, aussi petites que la Terre au moins. Ce qui est assez peu commun, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on peut détecter des étoiles en fonction de leur diamètre et en fonction de enfin, on peut détecter des exoplanètes, pardon, en fonction de la planète de l'exoplanète, le diamètre de l'exoplanète, de de sa distance par rapport à son étoile et de la luminosité de son étoile. Du coup, on en a détecté quelques-unes avec Kepler. Jusqu'ici, enfin jusqu'à l'année dernière, on en a détecté 134 exoplanètes. Mais il faut Ouais, savoir c'est que pas ça a mal été après, hein. Oui, c'est pas mal, hein. Mais il faut savoir que ça a été des planètes dans des conditions plutôt favorables. C'est des grosses exoplanètes. C'est des exoplanètes très proches de leur étoile, donc qui cachent très vite les faisceaux lumineux. Enfin, qui sont, voilà quoi. Et c'est des étoiles qui sont très très brillantes. Du coup, Beaucoup plus brillantes que celles du Soleil. Du coup, nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est chercher des petites étoiles qui sont plus proches d'un Soleil un peu plus froid et qui sont habitables parce que beaucoup plus loin du Soleil et ainsi de suite, quoi. oui, parce que potentiellement, là, du coup, ce qu'on a découvert, c'est des planètes même pas propices à la vie humaine, quoi. Ben, difficilement. Alors, si vous suivez le podcast que je vous ai un ou deux podcasts plus tôt, j'avais parlé des exoplanètes. On en a Mhm. trouvé, mais c'est des conditions très spéciales. Alors Ouais. Tess, elle est très spécialisée, elle est beaucoup plus puissante et permettra de perfectionner cette technique et permettra de voir les étoiles. Voir les étoiles, c'est bien, mais les étudier, c'est mieux. Et c'est pour ça qu'on lance deux satellites en 2017. Et c'est Keops qui, lui, a sa mission. Il utilise à peu près la même technologie que TESS, sauf que lui, c'est de la... Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu de la micro par rapport à TESS, ou c'est de la macro. Je m'explique. TESS voit un grand nombre d'étoiles sur une grande durée, ok? Et détermine très rapidement, ah tiens, il y a une exoplanète ici, il y en a une ici, etc. Maintenant, Keops, lui, son rôle, lui, c'est d'en focaliser une et de déterminer sa masse, sa taille, et si possible, son atmosphère. Donc là, on a des données très 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 précises. Euh, On voilà. pourrait faire une méga cartographie en plus, très simplement. C'est surtout Ouais. tout ça qui est très fort. C'est Oui, vrai. oui, tout à fait. Et voilà, c'est un peu la jonction entre les deux qui permet de découvrir pas mal d'exoplanètes à venir. Et d'avoir plus d'infos. Euh, et d'avoir plus d'infos. TESS a une autre particularité, c'est qu'elle permet de détecter des planètes gazeuses, comme Jupiter par exemple. Pourquoi je vous en parle? Parce que il faut savoir que pour qu'une planète soit viable, un peu comme la Terre, il faut une grosse planète autour de son étoile, comme Jupiter l'est pour nous. Ah bon? Euh, oui, c'est assez paradoxal. Alors je vais m'expliquer tout de suite. Jupiter, c'est un peu le grand frère de notre système solaire. Et c'est quoi son rôle et pourquoi je dis ça? Pourquoi ça a l'air, pourquoi il faut une grande planète? Parce qu'en fait, sinon, la planète est constamment bombardée d'astéroïdes.
le fait d'avoir une grande planète dans notre système solaire, c'est aussi une planète qui a une grosse force d'attraction. C'est aussi un espèce de bouclier pour la Terre qui va capter des objets qui stationnent et qui sont potentiellement nuisibles pour la vie humaine. Il faut savoir que un astéroïde de plus de 2 kilomètres de diamètre suffirait au jour d'aujourd'hui pour détruire, pour créer un cataclysme et détruire toute forme de vie sur Terre. Ouais. Donc voilà. Du coup, bah voilà, il faut le fait de savoir qu'il y a une grosse planète de type gazeuse, parce qu'en général, c'est les types gazeuses qui sont plus grosses. Ben c'est aussi un gage de fiabilité. Enfin, c'est quand même un facteur important pour savoir si une autre exoplanète juste à côté serait viable. Et là, TESS permet exactement de le découvrir. Maintenant, je vais vous parler de projets encore un peu plus dans l'avenir. Alors, je vais vous parler du télescope appelé EELT, donc European Extremely Large Telescope, qui est en fait tout simplement Toujours le grand plus large frère. possible. C'est le jeu de C'est la plus ça. grosse, quoi. Bah oui, oui, non mais en plus c'est les Européens qui avaient fait le VLT. C'est pour ça que j'en ai parlé un peu du VLT. C'est parce que celui-là va arriver. C'est l'European Extremely Large Telescope. Et là, honnêtement, c'est très beau. C'est très beau parce que si on connaît un peu le VLT, c'est déjà un exploit technique. Donc j'avais parlé de quatre télescopes avec des miroirs de 8 mètres de diamètre. Oui. Là, il s'agit tout simplement d'un télescope, juste un télescope ultra massif. Au lieu de faire un miroir de 1000 mètres de diamètre comme il était initialement prévu, eh ben, ils ont utilisé la technique de miroir segmenté. Alors, il s'agit de 798 petits miroirs hexagonaux de 1,45 m de diamètre. Ouais, ça va. Ouais, ça fait pas mal. Ça va, ouais. Qui est stabilisé, alors qui crée une image stabilisée par 6 autres miroirs et qui permet d'avoir de capter 15 fois plus de lumière que le VLT. Voilà. Donc là, il s'agit d'un télescope très 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 performant, comme vous vous en doutez. Il faut savoir que les petits miroirs sont montés sur des espèces de, je sais pas, de vérins qui les permettent de les positionner et que les petits miroirs enfin que le gros miroir aura 1000 déformations par seconde dans le cadre d'une technique très élaborée. Donc on Waouh. voit à peu près un peu le délire quoi. Ça va, ouais. Mécanique de pointe. Il est équipé des derniers lasers. Pourquoi je vous parle de laser? Parce qu'on parle d'un télescope, c'est bizarre de dire qu'il sera équipé de laser. Logiquement, c'est fait pour capter la lumière, pas pour en envoyer. Mhm. Et bien tout simplement parce que même si je vous ai dit que les télescopes étaient basés au Chili, celui-là également, et ben il y a quand même une déformation de l'image par l'atmosphère terrestre, Ouais. ce qui fait qu'en général les télescopes dans l'espace sont plus performants. Et En ben effet. là, donc ça c'est une dernière technique qui a été utilisée sur le VLT, les lasers, qui permettent en fait de balancer des lasers et de voir la déformation qu'elles ont dans l'atmosphère en temps réel. D'accord, pour faire des Et distorsions de l'image derrière, quoi. exactement, Oui. pour adapter l'image derrière et avoir une image beaucoup beaucoup plus nette. Le tout, alors là je vous ai balancé plein de technologies dans la figure, mais c'est vraiment intéressant. Le tout permet d'avoir une image qui permettrait d'avoir une image qui est 100 fois plus performante que n'importe quel autre télescope actuel. Voilà. Sympa. C'est déjà en cours Sympa. de construction, ça? C'est déjà en cours de construction, ça va se finir en 2018 et je pense qu'on redécouvrira notre univers quand ça apparaîtra. Ah, ça va être Euh, intéressant. et l'intérêt, c'est que ça permettrait de zoomer à suffisamment pour analyser les atmosphères d'exoplanètes. Ah C'est oui. vraiment un projet très intéressant, effectivement. Je vais vous parler maintenant de mon petit chouchou, le WFIRST. First. Euh, alors, à savoir,
Viewed Few Infrared Survey Telescope. Whitefield Alors attends, Whitefield Infrared Survey Telescope. Merci. Mon accent anglais est toujours aussi pitoyable. On remarquera qu'ils ont rajouté un R pour l'acronyme, parce que sinon ça aurait fait WFIST. C'est pas faux. Qui est moins fun, enfin moins scientifique pour le coup. Du coup, bah voilà. Donc il s'agit ici d'un télescope qui a deux missions, enfin qui a trois missions. La troisième, je l'ai pas trop compris, mais on va se concentrer sur les deux premières déjà. Ce sera pas trop mal. La première, déterminer la nature de l'énergie sombre. Alors là, il y a peut-être matière à faire un autre podcast. Oui. Et il faut savoir qu'il y a l'énergie sombre, la matière noire et la matière visible. Voilà. Oui. Tels que les éléments qui sont décomposés dans l'univers actuellement. À savoir qu'on a des informations que sur la matière visible. Oui. Voilà. Donc ce télescope, tout simplement, il a des nouveaux outils qui permettraient d'analyser l'énergie sombre. Donc là aussi, il y a énormément à peaufiner. Et surtout, ce qui est vraiment génial, c'est que sa deuxième mission, c'est d'examiner, de recenser les exoplanètes, un peu comme les autres, sauf que lui, il utilise un autre outil, une nouvelle façon de faire, qui est l'utilisation de lentilles gravitationnelles faibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce terme barbare? En fait, il faut savoir que la lumière stocke une espèce d'information. Alors, on parle là de magnifier. Voilà. La lumière stocke du magnifié quand elle est soumise à une autre gravité, à de la gravité en fait. Et là, l'idée, c'est de savoir si, du coup, s'il y a une lumière qui nous arrive et qui a un peu de magnifié, elle est possible du coup, qu'on détecte une planète qui est pas loin, qui a détourné un peu la lumière, si tu veux. D'accord. En gros, Donc la lumière qui part de l'étoile a été magnifiée rapidement et vient vers nous et on la reçoit comme ça. Et du coup, l'idée, c'est que là, on n'a plus besoin de voir une planète passer devant une étoile pour savoir qu'elle existe. Mhm. Et du coup, je sais pas si vous imaginez, mais actuellement, il est possible de découvrir des planètes que si elles passent devant leur soleil à elles, leur Mhm. étoile. Et ça, c'est une probabilité relativement faible. Alors que cette nouvelle technique permettrait de découvrir beaucoup plus d'étoiles dans le principe. D'accord. Voilà. Et enfin, je vais finir avec le Plateau, qui est un télescope spatial toujours, qui va être lancé dans les alentours de 2024. Là, il s'agit juste de faire un gros télescope qui regroupe un peu toutes les technologies que je vous ai présentées précédemment, sauf celle du WFIRST, qui permet en fait, si vous voulez, d'avoir plusieurs télescopes et de pouvoir analyser juste la moitié de la voûte céleste en un seul coup. Alors, c'est quoi l'intérêt, vous me direz? C'est qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il faut, actuellement, la technique la plus performante, c'est de détecter une étoile quand elle passe devant son soleil. Mhm. Mais pour cela, il faut en examiner un très grand nombre et sur une très grande durée. En tout cas, il faut en examiner sur une très grande durée parce que c'est pas avec une seule image qu'on va déterminer Bien sûr. si une étoile passe devant ou pas. Voilà. Enfin, si une exoplanète passe devant une étoile ou pas. Et ben là, du coup, ça regroupe la moitié de la voûte céleste et elle a des outils très très performants. Euh, le but est de pouvoir rechercher en fait des systèmes solaires, des systèmes qui sont proches de notre système solaire à nous. Et donc, on arriverait très rapidement à déterminer s'il y a des étoiles dans tel ou tel système solaire et si elles ont un rayon et de déterminer leur rayon, leur masse et leur âge. Alors pour le rayon, c'est 2% de précision. Donc c'est très peu de précision. Enfin, c'est C'est beaucoup pas mal. de précision. Ouais, c'est pas mal, ouais. Vraiment à 2% près, c'est génial, quoi.
La masse, c'est à 10% près, et l'âge du système, c'est à 10% près également. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment un outil très performant, et surtout qui couvre un très grand nombre d'étoiles, et qui permettrait d'un peu de cibler, si j'ose dire, des systèmes qui sont très proches du nôtre, à savoir que, on suppose que notre système solaire, a quand même des conditions très favorables à la vie, puisqu'on est là, Mhm. et que donc, le meilleur moyen de découvrir de la vie autre part, c'est de découvrir finalement des systèmes solaires avec des planètes qui sont très proches de la nôtre. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est un peu le but de Plateau. Et voilà, j'en ai fini un peu pour ces projets à venir qui ont l'air très passionnants Ouais, surtout et dont on a ça, il y en a à hâte. foison, hein. Oui, oui, il y en a à foison. Bah oui, oui, bah ça intéresse tout le monde, j'ai l'impression, hein, quand même. Mm. Et on va passer au prochain sujet, qui est le tourisme spatial, avec toi, Voilà. Alexandre. Et bah, tu pensais avoir beaucoup, beaucoup de projets, mais en fait, le tourisme spatial, il y en a encore plus. Ça a commencé Ah, depuis mais un j'ai moment, en sélectionné, hein. fait. Ouais, bah, je vais juste parler, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, on n'est plus dans de la science, comme tu as parlé, et tout, mais on est dans le marketing et l'argent. Donc, forcément, ça va beaucoup plus vite, et il y en a beaucoup plus. Le Ouais, c'est tourisme sûr. spatial, c'est pas tout nouveau, hein, ça existe depuis un moment. On va commencer avec le premier vrai projet, hein. Ça date de 2004. On est dans de l'avion fusée en fait. C'est le Spaceship One lancé avec tout l'argent d'un certain Richard Branson, le président de Virgin, quoi, Mhm. qui voulait faire un petit tour. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est juste un espèce de super avion qui va voler de façon au-dessus de l'orbite. Donc ce qu'on appelle les vols surorbitales, l'orbite terrestre, juste pour sortir pas très longtemps et re-rentrer très vite. Euh, donc les premiers tests ont été faits dès septembre 2004 et comme les tests marchaient très bien sur la capacité des moteurs et surtout du prototype, le Spaceship One, et bah directement la première agence de tourisme spatial est née. Donc c'est 2004 avec qui s'appelait Virgin Galactic. Bon, elle a beaucoup changé de nom. Ouais. Elle est passée chez les mains de Paul Allen de Microsoft et ainsi de suite, mais ça a bien fonctionné. Ça a ouvert un peu la voie à beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses. Donc là, je vous parlais d'avions, en fait. Donc il y en a eu plein qui ont fait la même chose, chez Amazon, chez EADS, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont été début de financement et arrêtées tout de suite. On va s'intéresser maintenant à un deuxième, c'est SpaceX qui date de 2012. C'est aussi un projet avorté, mais cette fois financé par PayPal, qui Oula. considérait en fait d'envoyer d'envoyer un satellite globalement, mais ça a pas marché. Mais ils ont réussi à envoyer une fusée privée. Donc là, on n'est plus dans le super avion, mais la fusée. Voilà. D'accord. Donc ça aussi, ça a marché sans plus. Maintenant, ensuite, on a un troisième moyen de tourisme, c'est le ballon. Alors, c'est le même principe que les ballons sondes. C'est en gros, on remplit un ballon, on met une nacelle et on le monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et peut-être que ceux-là, ils vont pas exploser pour redescendre. Ce qu'a Donc fait, ça, c'est c'est exactement ce qu'a fait, comment il s'appelle là, l'autre qui a euh, sauté de Super-Haut là. ouais, Baumgartner Ouais, c'est pour ça. son saut, Mm, mm. c'est le même principe en fait. C'est une capsule qui est sur un ballon. Ça va se lancer en 2007. Ça peut aller à 30 km d'altitude. Voilà. Donc là, c'est quand même, on est très très loin de ce qu'on pourrait penser comme tourisme spatial. Là, on est vraiment plutôt dans le tourisme extra en dehors de la Terre, mais on y reste toujours très 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 proche. Mhm. C'est surtout ça qui met un peu la vue, c'est que on fait que aller autour Oui. euh, pour se déplacer. Euh, Parce qu'en fait, là, on a des petits problèmes techniques, c'est que on maîtrise très très bien ça. Et il y a des études qui ont montré que pour le moment, ce qui a intéressé les gens, c'était uniquement d'être en apesanteur en fait.
c'est tout simplement, c'est que les gens, ils s'en fichent d'aller... Enfin, beaucoup, il y en a, ils préfèrent simplement faire ce vol-là, et ce qui va les intéresser, c'est le moment où ils sont en apesanteur, et uniquement ça, en fait. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça doit être sympa. Bah oui, c'est surtout ça. C'est que... Et surtout parce que vraiment en sortant, et en étant vraiment en apesanteur, parce que il y a beaucoup d'avions aussi qui simulent de l'apesanteur en descendant très vite, Oui. mais c'est pas la même chose. Le deuxième gros projet qui est vraiment important, c'est chez EADS, Astrium, qui lui a une avion fusée. C'est un espèce de mix entre les différents projets qu'on a déjà eus et qui permet en fait, comme je vous ai dit, de faire cette phase d'impesanteur où on annule la pesanteur et on simule une apesanteur. Est-ce que Mhm. c'est ce fameux avion qui doit décoller avec d'autres avions, genre des très gros porteurs à 380, on le met par-dessus et il décolle comme ça, non? Non, celui-là il est autonome. Voilà, Celui-là, il mais Non, décolle tu tout parles, seul? Charlie, tu parlais de l'avion. C'est en effet un avion fusée, mais c'était, il me semble, un truc militaire. C'était un Ouais. avion qui va très très vite, quoi, en gros. Là, je crois qu'Alex, celui que tu parles, c'est celui qui fait des espèces ouais, il de fait des montagnes espèces de russes, là. sauts en fait. Ouais, c'est Et ça. tu restes en apesanteur le moment où il redescend, puisqu'il descend Mhm. plus vite que la gravité, quoi. Et Ah, Bah, ça dure quelques dizaines de secondes, j'en sais rien, je sais pas combien de temps c'est ça dure. 90 secondes, tout 90 simplement. secondes, voilà. Et après, il remonte et il recommence. Ouais. Pour donner des chiffres, par exemple, les billets pour Spaceship Two, c'est-à-dire le truc de Virgin, qui fait à peu près ça, il y en avait les 600 billets sont partis et chacun coûtait 250 000 $. Ah oui, Voilà. c'est pas cher. Voilà, mais tout est parti sans souci. Les personnes qui voulaient le tester l'ont testé, mais c'est uniquement un petit tour et un aller-retour. On a eu une autre tourisme spatial, si on peut appeler ça. C'était sur l'ISS où il y avait un très monsieur très riche qui s'est payé une place pour aller faire un tour. Voilà. De façon, en fait, comment ça marchait, c'est que il a financé un un projet en disant voilà, je voudrais bien aller sur l'ISS et je vous paye vos recherches sur 3 ans. Mais par contre, vous m'emmenez là-bas et comme ça, je vois un peu ce que ça passe. Je vous aide en rien, mais par contre, j'ai envie d'aller dans l'espace parce que j'ai de l'argent, donc je peux. Ouais, Voilà, tout s'achète. voilà, tout s'achète. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est plus loin et encore plus loin. Avec un tourisme extraterrestre, tout simplement, avec la présence sur d'autres planètes. Alors, actuellement, dans les projets, on est très loin d'emmener les gens sur Mars, Pluton et ainsi de suite, mais on a un satellite de la Terre qui est cool, c'est la Lune, et qui est vraiment pas très loin finalement, et qui, dans sa face visible, on la connaît bien en fait. Donc, Mhm. des projets se lancent là-dessus. Globalement, le problème qui se pose actuellement à l'initiation réelle de ces projets-là, c'est l'appartenance de la Lune. Voilà. C'est à qui en détient la propriété, et ainsi de suite. Qui peut se faire de l'argent sur le fait de construire sur la Lune, et ainsi de suite. Euh, Ça, c'est des projets et c'est des réflexions éthiques qui ont eu qui ont été un peu imposées sur la Terre par certaines personnes il y a de nombreuses années, mais ouais. qui se posent la question là-dessus. Donc Ok. c'est ça qui Ben, c'est le bloque un premier qui peu. a planté son drapeau dedans, non? Ah ouais, ça appartient aux Du... États-Unis. C'est ça, du coup, c'est les Américains. Ouais, en espérant que ce soit vrai, mais ça c'est la blague de tout le monde. Mais oui, Non, donc ça c'est mais le problème, peut-être c'est qu'il parce faut que il y a arrêter avec plein de la sociétés. propriété, enfin, la propriété et ce genre de délire, quoi. Ouais, mais ça pose Voilà. des problèmes parce que il y a beaucoup de fonds d'investissement qui se sont créés globalement et qui sont prêts à donner de l'argent pour une startup qui dit bon, voilà, j'ai tous les équipements, il me manque juste l'argent pour la balancer. Euh, je vous expliquais au départ les Virgin Voyage X et
tout ça a créé un fonds d'investissement énorme pour les voyages euh, tourisme spatial qui est prêt à être débloqué pour dès que ça va être bon, dès que ça va être statué. Le problème, c'est que il suffit que il commence à lancer et qu'il soit bloqué par un ou des gouvernements, ce qui va forcément avoir le cas, parce que forcément, ça serait, serait beaucoup trop juteux comme business s'il n'y avait pas de taxes, s'il n'y avait pas de rien. Donc, voilà. Après, premières taxes rigolotes que j'ai pu regarder sur les petits tourismes spatial, les premiers je vous ai cités, c'était tout simplement le pays d'où ça part qui les prenait en disant que bah, c'est un voyage chez nous, sauf que vous allez très très haut au-dessus de nous. Voilà. D'accord. Parce Ouais. que voilà, vous n'êtes pas dans les zones internationales vu que vous allez qu'en l'air. Et puis, globalement, vous faites un vol qui ne va pas dans un autre pays, donc vous restez chez nous. Donc, vous avez à payer des taxes chez nous pour le temps de vol et le temps de vol et la présence des passagers. D'accord. Donc voilà. Donc c'est un peu rigolo parce qu'en fait, ce qui met en place ce tourisme spatial, c'est vraiment l'argent et beaucoup d'argent. Donc je pense que dès que tout ce sera statué, ça va florir de façon extrêmement rapide. Donc allez voir par exemple sur vulcan.com et ainsi de suite. Vous avez tout ce qu'il faut pour ces lancements qui arriveront un jour ou l'autre. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça a été tout pour ces voyages un peu spéciaux. Ok, donc c'est moi qui vais terminer cet épisode en vous parlant cette fois-ci d'un dernier projet qui consiste en l'exploitation minière des astéroïdes. C'est quelque chose qui a commencé à apparaître sur le tapis il y a pas si longtemps que ça en fait. Enfin, on a pu le voir passer dans les actualités et tout ça. Et il y a des gens qui ont l'idée de se dire on va aller prendre des astéroïdes d'une manière ou d'une autre, hein. On va aller creuser dedans, récupérer toutes les matières premières, notamment les métaux. Et puis on Ouais. va les ramener sur Terre, et puis comme ça c'est cool, on a plein de matières premières. Parce que bon, c'est vrai que vu la taille de l'univers, à la limite, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup comparé à ce qu'il y a sur Terre, hein. Bon, on va voir que c'est pas si simple. Alors, pour la première chose, il faut savoir que, par exemple, en 2004, sur Terre, on a passé le milliard de tonnes de fer produites, enfin de minerais de fer extraits sur Terre en 2004. Ça fait 1 milliard de tonnes, c'est quand même beaucoup, hein. Il faut savoir que sur un astéroïde, si on prend un astéroïde qui fait à peu près 1 kilomètre de diamètre, on aurait 2 milliards de tonnes de minerais de fer dessus. Soit le double. Sur un seul astéroïde de 2 kilomètres de diamètre. C'est quand même assez intéressant. Si on arrivait à le Ouais. récolter pour pas trop cher, évidemment. Et puis si on prend l'exemple de Psyché, alors Psyché, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un astre qui se balade dans la ceinture d'astéroïdes de notre système, qui est le 13e plus gros astre de ce système-là. Et donc lui, il fait à peu près 250 km de diamètre, si je me rappelle bien, et il contiendrait 1,7 fois 10 puissance 15 tonnes de fer à l'intérieur, de minerai de fer. Ce qui veut dire de quoi alimenter la Terre pendant plusieurs millions d'années. Plutôt sympathique. Alors, tout ça c'est très bien, on se dit waouh, la manne inépuisable de matériaux et de ressources que nous avons là, profitons-en, vite, 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 allons récolter tout ça. Oui, mais c'est pas si simple. Et à votre avis, Alex et Charles, quels sont les problèmes logistiques qu'on pourrait rencontrer pour aller miner un astéroïde? Bah, en fait, on Euh, change sa masse. Si on... Donc on change son Déjà, orbite. faudrait y aller. Déjà, j'ai envie de dire. Alors, en Faudrait s'y effet, poser. y aller, s'y Faudrait y poser, aller. en effet, Puis acheminer ce qu'on mine, quoi. en effet. Donc déjà, il y a puis après, il faudrait des outils pour miner. Donc il faudrait Des installations, en effet. des installations. Et Alors, et vous avez... de l'énergie pour les installations aussi, quoi. Tout à fait. Vous avez presque tout. Alors moi, j'ai trouvé, on va dire, les différentes problématiques suivantes. La première, c'est localiser. Il faut savoir qu'en fait, tous les astres ne sont pas propices à la récolte de ces matériaux. Il y a différents types. Il y en a qui vont contenir, qui vont être des astres majoritairement ferreux.
Il y en a d'autres qui vont être des sortes de blocs rocheux avec de l'eau emprisonnée à l'intérieur, simplement. Sachant que, il faut que je fais une petite parenthèse, l'eau, ça peut nous paraître dérisoire à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi à aller récolter cette eau, qui est sous forme de glace bien évidemment. Pour simplement parce que, bon, d'une part, ça serait pas forcément très complexe à aller récolter, j'y viendrai après, mais aussi d'autre part parce que on sait que nos réserves d'eau s'amenuisent. C'est parce qu'on pollue, parce que si, parce que ça, et qu'on se dit que peut-être qu'un jour ou l'autre, on en aura besoin de l'eau ailleurs. Voilà, petite parenthèse. Donc la première chose, c'est de localiser le bon astéroïde qui va bien, qui n'est pas trop loin, et qui a ce qu'on veut à l'intérieur. Le deuxième, c'est d'aller dessus. On en a parlé dans tous les épisodes ou presque sur l'espace, la problématique du déplacement spatial est une problématique importante. Ensuite, il faudra... Une fois qu'on est allé dessus, placer les installations dessus. C'est-à-dire pouvoir aller miner. Ensuite, il faudra donc, une fois qu'on a fait les installations, qu'on les alimentait en électricité ou en énergie quelconque pour les faire fonctionner, qu'on a trouvé les installations qui vont bien aussi parce qu'il faut les inventer, ça c'est pas encore fait, il faudra récolter le contenu de notre astéroïde, et enfin il va falloir ramener tout ça sur Terre. Ça fait quand même beaucoup de problématiques, mais il s'avère en fait que nos amis scientifiques et certaines entreprises ont déjà réfléchi à ces problèmes et sont en train de trouver des solutions. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a deux manières de miner, enfin, on va dire qu'il y a deux grosses manières pour aller extraire des matériaux sur un astéroïde. Le premier, c'est d'aller sur l'astéroïde, miner, ramener les matériaux et faire des allers-retours comme ça. Le deuxième, c'est de prendre l'astéroïde et de l'amener en orbite de la Terre. Du coup, c'est vachement moins loin comme chemin. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est la solution qui est prônée par une équipe chinoise qui sont en train de travailler là-dessus. Leur but, c'est de dévier un astéroïde. Alors l'astéroïde, il s'appelle 2008 EA9 pour le faire orbiter autour de la Terre, pour qu'il arrive en orbite autour de la Terre en février 2049. C'est pas pour tout de suite. Hein. Et en plus, c'est là où on brise le mythe, c'est que l'astéroïde, il fait 10 mètres de diamètre. En gros, il n'y a pas grand chose à miner dedans. Mais c'est une première expérience pour essayer en fait de contrôler la trajectoire des astres pour les amener là où on veut. J'aurais trop peur qu'ils le crachent sur la planète quoi. Oui, alors ils le font aussi avec un petit machin parce que si un astéroïde de 10 mètres de diamètre qui crache sur la Terre, ça fera pas beaucoup de dégâts non plus quoi. Oui, c'est pour ça, mais c'est sur les gros quoi. Alors sur les gros, oui, tu augmentes vachement le risque de prendre un astéroïde sur la tronche. Ouais, Et des gros apparemment, hein, parce que d'après ce que tu nous as dit. Oui, bah pour que ça soit intéressant, faudrait miner des astéroïdes de plusieurs kilomètres de diamètre, donc qui potentiellement pourraient détruire toute l'humanité quoi. C'est ça. En effet. Bon, ça fait très bien, les Chinois s'en occupent. C'est ça. C'est pas forcément très très rassurant, mais en effet, c'est une hypothèse. Alors ensuite, il faut voir que l'autre possibilité, donc c'est ce que je disais, c'est de faire des allers-retours. Il faut voir aussi que on a dans l'idée plusieurs manières d'extraire ensuite les matériaux, enfin plusieurs procédés qu'on va pouvoir faire ou non sur l'astéroïde. Le premier, c'est simplement extraire les matériaux et les ramener sur Terre. L'autre procédé, ça serait de les extraire et de les raffiner directement sur l'astéroïde en question, ce qui permettrait en fait, ce raffinage des matériaux permettrait de générer de l'énergie pour faire fonctionner les fusées qui font les allers-retours. Ça permettrait d'être plus économique, mais par contre ça pose le problème d'aller poser le matos qu'il faut pour faire ces raffineries. Et ensuite, je vais revenir à l'eau. On en parlait tout à l'heure. Je vous disais que l'eau c'était plus facile à extraire parce que pour extraire du fer, du nickel et d'autres métaux, il va être nécessaire en fait de faire un principe de mine, donc soit des mines à ciel ouvert, soit des mines où on creuse un tunnel comme ce qu'on connaît sur Terre. Pour l'eau, ça sera plus simple. Ça sera plus simple parce qu'aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de faire chauffer une matière. Ça permet en fait de faire une sorte de vapeur d'eau finalement, et on arrive à la récupérer. On sait le faire, ça. Théoriquement, hein. Ça n'a pas été testé en vrai sur un vrai astéroïde, évidemment, mais dans la théorie, on sait le faire. Je pense que ça a été testé un peu en laboratoire, mais bon, ça reste que de la théorie quand même. Donc c'est pour ça que je disais que l'eau c'est peut-être quelque chose d'un peu plus facile à faire. Alors il faut savoir que pour aller faire cette extraction de matériaux, il y a déjà des gens qui se sont mis sur le coup.
On a en fait deux sociétés américaines qui se sont créées. On a Planetary Resources plutôt, qui est une entreprise créée en 2010, qui s'est beaucoup restructurée en 2012 et qui est soutenue par des riches américains, genre le PDG de Google, des gens comme ça. Et leur but à eux, ils l'ont dit clairement, c'est bah nous on travaille pour aller miner les astéroïdes et bon bah en 2025 on y go, hein. On est parti, on est dessus quoi. Donc les gars optimistes, dans 10 ans, allez 11 ans, ils sont sur les astéroïdes en train de creuser quoi. Bon, j'ai envie de leur dire, ok, pourquoi pas, j'y crois moyen, hein, parce que bon, il y a les déplacements à faire, et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut réussir à générer des mines complètement automatisées dans l'espace, avec la maintenance que ça implique, etc. Je pense que c'est pas simple. Non, il a plus vite Suffit fait de d'envoyer un récupérer les VCS. astéroïdes. Comment, Alex? Il a plus vite fait de récupérer les météorites qui tombent. C'est ça, en fait, ils vont récupérer les petits bouts de météorites. Ah, regardez, on a ramassé 3 kilos aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être la solution. Et puis du coup, avec cette sortie là de Planetary Resources, il y a une autre boîte qui s'est dit tiens, on va prendre le créneau, on va leur faire concurrence. Ça s'appelle Deep Space Industries. Alors eux, ils existaient avant, mais ils se sont popés en se disant ouais, nous aussi on va le faire et nous aussi on le fait en 2025. Voilà. D'accord. Donc en gros, les deux là sont en train de se dire ouais, c'est bon. On va aller miner de Et l'astéroïde. c'est des concurrents sérieux, enfin je veux dire, est-ce qu'ils peuvent envoyer au moins un satellite quoi? Alors oui, ils peuvent. Ils ont la masse salariale pour ça déjà? Ils ont, à mon avis, le budget qu'il faut. Ils ont, je pense, les compétences qu'il faut. Euh, Maintenant, la problématique va pas être vraiment d'envoyer un satellite ou quoi. Ça, je pense qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, c'est bon, ça reste compliqué, mais je veux dire, c'est quelque chose qui se fait, qu'on fait depuis des années, dont la technologie, on la maîtrise bien maintenant. Donc je pense que ça, ils sont capables de le faire sans vraiment de problème. Par contre, aller régler toutes les problématiques que ça impose d'aller miner sur un astéroïde et puis aussi de faire de créer des navettes qui permettent de ramener les minéraux sans que ça coûte trop cher, parce qu'après derrière il y a un problème économique aussi. C'est-à-dire que là, je pense qu'en 2025, quand ils vont y aller, ça sera absolument pas rentable. Ça sera pour tester, pour voir que ça fonctionne. Mais s'ils Ouais. te ramènent le kilo de fer et que ça coûte 50 000 euros le kilo de fer, bon, personne l'achètera quoi. Ouais. Ou alors tu diras ouais j'ai acheté du fer de l'espace, youpi. Enfin bon. Voilà, donc après il y a une problématique économique et peut-être qu'en 2025 ils y arriveront à aller dessus, à aller récolter un peu de fer et le ramener. Par contre, à ce que ça soit rentable et que ça soit une vraie industrie, une vraie exploitation minière, je pense que ça sera pas avant très 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 longtemps quoi. Et je suis même pas sûr qu'ils soient capables en 2025 d'aller récolter un morceau de fer sur un astéroïde, hein. Enfin, sauf peut-être s'ils envoient Bruce Willis, mais bon, il mourra à la fin quoi. Ouais. Euh, C'est pas un bon plan. c'est ça, c'est pas un bon plan. À noter quand même, j'en ai pas parlé, je vous ai parlé beaucoup de fer et de nickel parce que c'est ce qui est le plus présent dans la constitution de ces astres. Mais à noter quand même qu'il y a aussi la possibilité de récupérer d'autres métaux précieux en petite quantité, euh, voire très petite quantité et potentiellement assez complexes à aller récolter puisque c'est ceux qui sont le plus souvent le plus au centre des plus gros astéroïdes. Donc c'est potentiellement assez compliqué à aller chercher. Ouais. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire sur les astéroïdes de l'espace de la ressource. Hmm. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc, Charles, tu avais deux anecdotes, c'est ça? Oui, j'avais deux petites anecdotes pour toi. En fait, il faut savoir, en fait, on a découvert que le métal, tous les métaux, en fait, sont des matériaux qui se créent uniquement, enfin, on remonterait leur origine aux étoiles. C'est-à-dire que c'est pas des trucs qui se créent sur Terre, c'est des trucs qui se créent dans les étoiles. Ah, Par des relations nucléaires, etc. Et si tu veux, c'est que par rapport à la formation de l'univers qui est forcément due souvent enfin, la formation d'une planète qui est due à la formation d'une étoile qui est due souvent à la mort d'une autre étoile, mhm. qu'on trouve du fer ben, dans notre sol. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on en trouve en plus grande proportion dans les astéroïdes et dans les comètes. Et la D'accord. deuxième anecdote que j'ai pour toi, et ça Oui. va te faire saliver, c'est qu'en fait, on a trouvé une planète qui serait beaucoup plus massive que la Terre
et qui serait enfin qui aurait qui recouvrerait, en fait, qui serait pratiquement à 90%, je crois, composé de diamants. Voilà, Ouh. troisième transformation du carbone. Ah Et ouais, du coup, ça sympa. a fait saliver beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Sauf que bah, la planète, même si elle est très proche de chez nous, ben, elle est quand même à une centaine d'années-lumière, quoi. Donc, Ouais, c'est faut quand juste même y hors de aller, quoi. portée. Il faut C'est quand ça. même y aller, quoi. Tant Et qu'on du coup, a, bah, tant qu'on n'a pas de chapaille, on peut pas y aller, quoi. Ça sera pas c'est ça. rentable. Mais Donc, j'avoue, petite anecdote sympa. Peut-être que le jour où il y aura des voyages de la lumière, il y en aura beaucoup à se précipiter là-bas c'est avec leur ça. cargaison. Ce sera la nouvelle ruée vers l'or. Ce sera la ruée vers Ouais. le diamant. Bon, par contre, du coup, si tu ramènes une planète de diamants sur Terre, les diamants risquent de vachement moins valoir, quoi. Oui, c'est ça un peu le problème Casse aussi, quoi. l'économie. Mais Ah non, je me suis fait une maison en diamant, ça m'a coûté 10 euros. c'est ça, tu fais toutes les constructions en diamant pur, c'est trop classe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sympa. Ok, bah merci pour ces petites anecdotes. Du coup, je pense qu'on va clôturer notre épisode ici, on est dans les temps, c'est parfait. Donc on vous donne rendez-vous le 3 juin à 21 h comme d'habitude pour l'épisode 19 sur badgeek.fr/live comme d'habitude. Ça sera un épisode spécial, un hors-série sur une uchronie très célèbre et très très utilisée. Donc La voilà. plus grande uchronie, en fait, surtout. Ouais, je pense que c'est la plus oui. grande, la plus usitée. On vous en dit pas plus, c'est la surprise, on fait du teasing, tout ça. Donc voilà, donc rendez-vous le